First of all, I'd like to say that I'm pleased to be here. C'est un plaisir d'être ici. And I want to thank the Committee on the Status of Women at the Faculty of Fine Arts here and the members of the Powerhouse Gallery. I'm going to talk to you about the work which is presently on exhibition there. And I should say, I think, after the introduction, which felt like the hyper-real Mary Kelly, that this is just the plain ordinary Mary Kelly doing that. Now, Corpus, the title of that work, concerns the body, how it is shaped socially and psychically in the interim moment of aging. But I would have to say very importantly that this is a process that involves simultaneously visualizing and theorizing. And I feel that in a way it resists this kind of interpretation. So in the context of this discussion, what I want to do is take up the kinds of questions that give perspective. Thank you for the courtesy of contacting me concerning the reproduction of the audio tape made during the Mary Kelly conference at Concordia University in December of 1988. You are welcome to do so. The poster from that exhibition and the recording of Mary Kelly's lecture will add a special local dimension to your upcoming exhibition at the Ellen Gallery. I could give a bit of background on this event. In 1988, I was the president of the board at Gallery Powerhouse, now La Centrale, and worked with Mary Kelly, Marie Fraser, the gallery coordinator, toward an exhibition of Mary Kelly's work titled Interim Part 1 Corpus. It was an enormous undertaking for us at the time, and we want to ensure a large audience for the work of this prestigious artist. As I was in the middle of my MFA at Concordia, a conference at the university was appropriate and welcome. She spoke to a packed audience of around 500 people in the hall building. I will be sure to see your upcoming exhibition. It sounds intriguing and pertinent. Regards, Gail. I was the assistant curator for Philip and for Ronald Nasgard from 1985 to 1988, and I initiated the purchase of several works by female artists in response to a master document in the Contemporary International Rhodes Department that contained, I recall only Ellen Frankenthaler as one woman in a list of 60 or more artists considered significant for the AGO collection. I do not have a copy of this document, and I may be off by one or two. I propose the purchase of works by Mary Kelly, Cindy Sherman, Martha Rosler, and Jenny Holzer to Ronald Nasgard, who approved, after some lobbying on my part, and asked me to present these works to the junior volunteers who endorsed the purchase, being all girls and all. I also wanted to include Canadian women artists, which was under Philip's jurisdiction. Both Philip and I discussed possible candidates and settled on Geneviève Cadieux. I was interested in Mary Kelly's work, and I had been interested in Lacan and French feminism when I worked at the Walter Philip Gallery, 1983-85. I was friends with Mary Scott, who was an incredibly voracious reader and introduced a host of young female fans to delve into all things feminism. Barbara Fisher. En fait, c'est plutôt difficile de
de donner une définition précise du concept de contexte, surtout à partir du site de la galerie Léonard et Binat-Hélène. Donc, en fait, on se trouve un peu à l'intersection de 4 universités, l'Université de Montréal, l'Université du Québec, l'Université Concordia. Et puis, c'est à partir de ce site-là que je veux présenter cette exposition-là aujourd'hui. Donc, en fait, j'ai commencé à j'ai amorcé le travail de recherche pour l'exposition il y a 2 ans, à une époque où je travaillais avec ma collègue, l'artiste Sophie Bellard-Clément. Donc, à ce moment-là, on avait reçu l'invitation de Gilles Sénécal de la Galerie Séquence pour organiser une exposition à Chicoutimi. Et puis, on avait décidé d'aborder la question du provincialisme. Donc, dans quelle mesure les références qu'on partageait tous les deux et qu'on partageait avec nos pairs pouvaient être transmissibles dans un contexte éloigné de Montréal. Et puis, donc, l'artiste John Knowles, qui est ici aujourd'hui, a aussi participé à l'exposition. On a présenté le travail de David Thomas, qui a été le professeur de Sophie Bellard-Clément à l'Université du Québec pendant sa maîtrise. Et puis, le travail d'artistes qui s'était penché sur la question de la médiation, comme Maria Ekorn et d'autres. Donc, c'est à partir de cette expérience-là que j'ai décidé de me pencher sur la question de la réception de la French Theory dans les milieux de l'art anglophone. Donc, en fait, surtout pour pouvoir aborder d'une façon indirecte la question du contexte local, donc du contexte de réception de l'art à Montréal. Donc, dans quelle mesure ici, on est finalement dans un lieu propice pour réévaluer, pour penser à cette question de la réception de ces théories et puis aussi de la réception de l'art dans une perspective de temporalité différée. Donc, dans la perspective du retard entre le moment de la publication des textes dans leur langue originale, surtout à la fin des années 60 et au début des années 70, et puis leur traduction à plus de 10 ans ou de 15 ans d'intervalle, leur publication, leur dissémination dans les milieux intellectuels anglophones. Donc, un événement déclencheur de ces préoccupations-là, ça a été aussi la découverte de l'anecdote de la publication du rapport sur le savoir de Jean-François Lyotard, qui a été commandé en fait par le gouvernement du Québec pour évaluer la question du nouveau statut du savoir dans la perspective de sa mise en réseau à la fin des années 70. Donc, ce rapport-là a été commandé à Lyotard, ensuite déposé et la même année publié aux éditions de Minuit et traduit en 1984 par Jeffrey Bennington et Brian Massumi, avec une préface de Frederick Jameson. Et puis la réception de la condition postmoderne dans les milieux anglophones a en fait, ou plutôt la dissémination de ce texte-là dans les milieux anglophones a fait boule de neige, tandis qu'au Québec, à la même époque, le concept de postmodernisme s'est échafaudé à partir d'une autre série de références.
Donc, finalement, en fait, cette anecdote-là ou cet événement-là est devenu un peu une métaphore ou un principe pour structurer l'exposition autour de cette question de l'écart temporel ou de l'écart dans la réception. Et puis, dans la première étape de recherche, j'avais réuni une liste d'œuvres beaucoup plus longue et exhaustive que, en fait, celle qui se retrouve ici. Et puis, il s'agissait aussi d'une exposition plutôt historique dans ses premières, dans ses premières esquisses. Et puis ensuite, au fil de mes recherches et puis de mes réflexions, mes discussions avec certains artistes ou interlocuteurs, j'ai décidé de restructurer le projet selon 2 axes. Donc, le premier, cette question de la réception des textes dans les milieux de l'art anglophone, mais surtout d'une façon pragmatique. Donc, dans quelle mesure les artistes ont absorbé, ont en fait d'abord eu accès ou tenté d'avoir accès à ces textes-là, les ont souvent traduits par eux-mêmes, les ont absorbés, assimilés. Et puis le deuxième axe, c'était plutôt la question de l'histoire des expositions elles-mêmes et puis de la trajectoire matérielle des œuvres. Donc, en fait, ça me permet peut-être de commencer à discuter d'une des œuvres qui se trouvent dans l'exposition. Donc, il s'agit d'une partie de l'œuvre Postpartum Document de Mary Kelly. Donc, en fait, l'œuvre, vous la connaissez certainement. Elle est canonisée. Elle représente la deuxième vague du féminisme, donc le moment où certains artistes se sont penchés sur la question de l'essentialisme des premières luttes féministes et puis ont utilisé un modèle sémiotique ou psychanalytique pour poser la question du désir et puis la question d'identification dans leur pratique. Donc, en fait, outre le contenu de l'œuvre elle-même qui est pertinent dans le cadre de ce projet-là, j'ai choisi de présenter cette partie du projet, donc la deuxième partie, parce qu'il s'agit en fait d'un processus herméneutique, donc d'un processus d'interprétation de traces orales. Mary Kelly a enregistré son fils au moment où, en fait, où il apprenait pas à parler, mais plutôt à s'exprimer, donc à manifester ses besoins à ses parents. Et puis, en fait, la séquence commence avec une grille qui explique le système ou l'outil d'interprétation qu'elle a mis en place pour distiller du contenu à partir des enregistrements de la voix de son fils. Et puis, graduellement, à travers les fils, en fait, la partie supérieure, c'est comme une matrice d'impression avec l'énoncé de l'enfant qui qui affirme une chose ou qui nie une chose. Et puis ensuite, graduellement, dans les séries de fiches, Mary Kelly interprète ces fragments-là. Et puis, elle appréhende aussi le détachement ou, disons, la coupure qui a lieu entre le moment où elle avait une relation fusionnelle avec son enfant et puis le moment à la toute fin où l'enfant réussit à extérioriser son identité
Et puis là, évidemment, c'est la phase du miroir, donc il reconnaît son image. Et puis, les derniers deux panneaux, en fait, le dernier panneau, c'est un schéma de Lacan que Kelly a détourné. Et puis, en fait, dans certains de ses textes, elle explique pourquoi elle expose de cette façon-là. Elle le conçoit comme un blason, comme en fait une espèce de... En fait, c'est un fétiche, c'est une façon de s'approprier le texte de Lacan, de le détourner. Et puis, dans le dernier panneau, en fait, c'est le schéma de Ferdinand de Saussure avec le signifiant, le signifié. Et puis, elle pose une question, Why don't I understand? Donc, pour moi, cette œuvre-là, au-delà de son contenu, de sa pertinence, elle devient un peu une allégorie de tous les éléments qui se retrouvent dans cette exposition-là, toutes les œuvres. Puis en fait, j'ai constaté en revoyant l'exposition que chacun des projets, chacune des œuvres se présente un peu comme un cadre à travers lequel la signification passe. Donc, un cadre qui permet aussi de définir le contexte dans lequel on reçoit le discours ou les théories qui sont évoquées dans chacune des œuvres. Donc, en tout cas, je ne sais pas si je vais pouvoir tout aborder, là, mais je vais essayer je vais mettre l'accent sur certaines parties de l'exposition. Donc, je ne sais pas trop comment parler du travail de John Knows, mais je vais dire autre chose. Donc, cet objet-là, en fait, c'est une attelle. Elle a été trempée dans le bac de peinture, la peinture qui recouvre les murs de la galerie. Ensuite, l'objet a été accroché au plafond à cet endroit-là pour sécher et puis ensuite déposé au sol. Et puis, quand on écoute l'enregistrement de la conférence de Mary Kelly à l'université, en fait, on avait à tourner autour de cet objet-là. Et puis, il devient un peu un point d'ancrage visuel. Mais je pourrais aborder aussi ce travail-là d'une autre manière en disant que dans l'exposition, j'ai tenté d'éviter les regroupements thématiques ou la question du thème. Et puis, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Donc, en posant la question en tant que commissaire ou organisateur de l'exposition ou d'exposition en général, dans quelle mesure le thème ou les thèmes qu'on échafaude sont tout le temps en deçà de la complexité des œuvres des artistes. Donc, finalement, quand on organise une exposition puis qu'on réunit des œuvres autour d'un thème, en fait, on contourne peut-être certains désirs qui sont intrinsèques à l'organisation de l'exposition. Donc, voir les œuvres, les réunir dans un même espace, les partager avec les pairs. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres types de motivations, de désirs qui sont plus opportunistes. Mais le thème est toujours en deçà de la complexité des œuvres qui sont réunies sous la rubrique de l'exposition. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait quand on décide de contourner le thème? Quel type d'organisation ou de structure peut-on adopter? Celle que j'ai choisie ici, elle est
de l'ordre des liens réels ou imaginaires entre les artistes, donc des liens historiques plutôt ou imaginaires entre les artistes. Donc des artistes qui ont travaillé ensemble, des artistes qui ont subi l'influence de l'un ou de l'autre. Par exemple, Mary Kelly, qui a clairement influencé le travail d'Andrea Fraser dans la dernière salle de l'exposition, ou bien des liens qui sont plutôt d'ordre institutionnel. Donc, Mary Kelly, qui a été professeur au Whitney Independent Program pendant plusieurs années, qui a formé Andrea Fraser et Garrett James dans la salle D. Donc, Garrett James et Andrea Fraser ont aussi été professeurs au Whitney, ont formé d'autres artistes. Donc, pour revenir au travail de John, en fait, j'avais une discussion avec lui hier soir et puis je soulevais cette question du retour du refoulé. Donc, dans quelle mesure, finalement, le thème que j'ai essayé de mettre de côté, il revient, je ne sais pas comment dire en français, but return with a vengeance. Donc, en fait, on ne peut pas faire fi du thème. Le thème revient tout le temps. Et puis, en fait, c'est la première série d'œuvres, donc ces attelles qui sont distribués dans tout l'espace de la galerie, s'accompagne d'une autre série qui fonctionne selon le même principe. Donc, c'est des recettes, mais je vais vous laisser découvrir leur contenu. Mais c'est un peu, en fait, ces œuvres-là, donc dans la récurrence de leur contenu, évoquent l'exposition elle-même et puis la question aussi de la recette, donc du programme qui fait en sorte que l'incohérence du rassemblement des œuvres, finalement, devient cohérent et puis que finalement, moi, comme commissaire, je peux me revendiquer ou m'approprier tout le contenu de cette exposition-là pour en faire une seule phrase qui, en fait, ne m'appartient pas. Donc, en fait, c'est un réel problème parce que je me trouve dans une situation où je dois prendre la responsabilité de toute l'exposition et puis mon nom figure sous le texte didactique à l'entrée. Donc, finalement, je me trouve aussi en ce moment à devenir un peu la voix institutionnelle. Donc, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je ne peux pas dire en ce moment, parce que je suis dans un rapport contractuel avec l'institution. Donc, en fait, on peut se déplacer. Donc, il s'agit d'une bicyclette volée. Et d'un objet d'art. Et puis, en fait, on a pu l'exposer aujourd'hui parce que les collectionneurs Norman et Norma, j'oublie leur nom. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Stone, c'est ça, nous ont donné la possibilité en fait, ont payé le transport de l'œuvre de San Francisco à Montréal et puis ensuite de Montréal à San Francisco. Donc, c'est vraiment grâce à eux qu'on peut se trouver devant cet objet-là aujourd'hui. Et puis, on est tous complices, finalement, du crime que l'artiste a posé. Mais en fait, quand on a monté l'exposition, il y a 2 semaines,
il y avait dans la caisse, il y avait une boîte sur laquelle était écrit le nom de Sam Lewitt avec la mention Sam Lewitt's Bicycle Structure. Donc, en fait, je me suis posé la question, est-ce qu'il s'agit vraiment d'un crime? Est-ce que l'artiste, finalement, m'a placé dans, dans une situation, finalement, où je deviens responsable du geste qu'il a posé, mais que dans les faits, il s'agit plutôt d'un jeu avec son meilleur ami, qui est aussi un collaborateur, et puis que finalement, c'est une mise en scène et puis il n'y a pas de crime. Donc c'est ça. Mais, donc, en fait, je présente le travail de Garrett James de cette façon-là pour impliquer tout le monde dans le dispositif qu'il a créé. Mais je pourrais le présenter autrement aussi en disant qu'il est professeur à l'Université de Colombie-Britannique et puis il a commencé à enseigner à l'université en 2010 et puis avant ça, il était professeur à l'Université Columbia à New York et puis il a, pour ainsi dire, remplacé Ian Wallace, qui était professeur à l'Université de Colombie-Britannique, en fait, qui a commencé à enseigner dans les années 70 et qui a formé un groupe d'artistes qu'on associe à l'École de Vancouver. Donc, Garrett a commencé à enseigner à l'Université de Colombie-Britannique puis formé sensibiliser, exposer des étudiants à une autre série de références. Donc, finalement, il va façonner une autre série d'artistes qui n'auront pas ou qui vont, disons, se détacher d'un autre groupe qu'avait formé Ian Wallace avant lui. Donc, ce qui se trouve dans cette salle-là, en fait, c'est des œuvres qui ont été présentées lors de 3 expositions. Celle-ci à la Galerie Christine Nagel à Cologne en 2008. Celle-ci, donc, le titre de l'exposition, The Real is that which always come back to the same place, Broadway, between 101 and 102 Streets, New York, 10025, March 21, 2008. Donc, en fait, cette œuvre, elle a été présentée à la Galerie Elisabeth D. En 2009. Et puis, ensuite, cette série à la Galerie Miguel Abreu en 2011. Donc, l'artiste a conçu ce cycle d'exposition dans le principe que le contenu de la première exposition est déplacé dans le contenu de la seconde. Donc, finalement, l'absence des chambres à air dans cette œuvre-là se trouve reconduite dans la suivante. Et puis les chambres à air deviennent finalement des contenants qui rendent compte finalement à la fois d'une chose, d'une absence et puis d'une présence. Donc, parce que en fait, ces contenants-là, où l'air fuit graduellement, et puis pendant la durée de l'exposition, le technicien Paul Smith doit regonfler les chambres à air. Et puis, en traversant la salle, les visiteurs font se déplacer l'œuvre
Et puis, en fait, les chambres à air deviennent aussi des cadres qui opèrent une découpe dans l'espace. Et puis, au centre de cette deuxième exposition, il y avait un schéma qu'Althusser a dessiné sur son tableau de classe au Collège de France. Et puis, Garrett James a tenté de décrypter la signification du diagramme et puis a discuté avec des collègues qui connaissaient bien le travail d'Althusser et puis il n'a pas réussi à en élucider le contenu. Et puis il a décidé de le présenter dans son exposition comme un document complètement opaque, mais qui devenait aussi finalement un peu, ou qui lui donnait la possibilité de présenter gratuitement une part de contenu dans son exposition sans avoir la nécessité de l'expliquer, dans la mesure où ce diagramme-là, finalement, n'a pas de code. Donc, finalement, l'artiste se retrouve dans une situation où il ne peut pas défendre son travail. Donc, finalement, il réussit, en fait, c'est ce qu'il dit là, lui-même, il réussit à détourner une injonction qui est posée aux artistes de devoir rendre compte d'eux-mêmes et rendre compte de leur travail au moment où ils l'exposent. Donc, ensuite, dans la troisième exposition, Garrett James a tenté de constituer un contexte autour de l'absence de signification du diagramme. Donc, en fait, cette troisième exposition-là, dans son rapport à la deuxième, fonctionne un petit peu comme la première exposition dans son rapport à la deuxième, parce qu'il y a un élément absent qui est ensuite comblé. Donc, cette exposition-là s'intitulait « Human Metal ». Donc, en fait, sur le principe que le métal est extrait du sol, de la terre, et puis ensuite peut être façonné, disséminé, mais en fait, pour éliminer le métal, il faut vraiment le perdre. Il faut l'égarer parce que le métal, on ne peut pas le pulvériser. Donc, à partir de cette idée du métal qui est malléable, Garrett James s'est intéressé à la question de la transformation du sujet. Et puis, il a lu les textes qu'Althusser rédigeait à l'époque où il a dessiné le diagramme. Et puis, il a aussi fait des recherches sur le contexte dans lequel Althusser enseignait à cette époque-là. Et puis, évidemment, il a ramené des éléments de la biographie d'Althusser. Donc, entre autres, un événement qui l'a entaché son parcours, l'assassinat de sa femme et ensuite son procès et puis une période de sa vie où il a été occulté et puis ensuite réhabilité par les intellectuels français. Et puis une chose que je pourrais ajouter, c'est que ce diagramme a été utilisé pour illustrer la couverture de son livre « L'avenir dure longtemps », qui a été publié, je pense, en 82 ou en 83. En fait, écrit en 82 et 83 ou 83, puis publié de façon posthume. Et puis dans ce livre, Althusser raconte sa vie. En fait, c'est des mémoires. Et puis il raconte dans le détail aussi les circonstances dans lesquelles il a commis ce crime. Et puis ces épisodes dépressifs, psychotiques,
qui entremêle finalement à une histoire des intellectuels, ou une histoire du structuralisme finalement en France. Et puis, dans l'exposition Human Metal, il y avait des objets en ardoise comme ça, et puis ces portraits sur lesquels se trouve le diagramme d'Althusser, mais en spirale. Et puis, ici, en fait, les éléments contextuels sont plutôt secondaires, mais je peux vous les fournir. Donc, il y a deux portraits, la même image, deux portraits d'un membre d'une tribu, je ne sais plus laquelle, mais en fait, c'est des photographies d'Edward Curtis, donc cet anthropologue qui a photographié les peuples des Premières Nations au début du 20e siècle. Et puis, Garrett James s'est intéressé à ces images-là parce que Claude Lévi-Strauss les a vues à l'époque où il échafaudait son anthropologie structurale. Et puis, bien que, évidemment, Lévi-Strauss ait fait beaucoup de voyages, entre autres au Brésil, au Canada, il a aussi il a écrit un livre qui s'appelle La Voix des masques, où il parle des photographies d'Edward Curtis. Et puis, ces images-là ont à voir avec un dispositif que Lévi-Strauss a évoqué dans son livre La Voix des masques, donc le masque de transformation ou le masque à transformation, donc une espèce de retable, donc il y a une série de visages qui peuvent se déplier. Et puis, ça permet de raconter une histoire où, finalement, un personnage se transforme complètement, un peu comme les métamorphoses d'Ovide. Donc, un personnage va avoir une existence dans un contexte précis, et puis à un moment va disparaître pour prendre la forme d'un animal ou d'un autre personnage. Donc, cette idée de la transformation, de la métamorphose, elle est présente dans tout le cycle, dans toute cette série d'œuvres. Et puis, je pense qu'elle est aussi, en fait, elle est présente ici, même dans leur rassemblement. Donc, parce que, en fait, elles ne se sont jamais côtoyées de cette façon-là. Il y avait un hiatus entre chaque exposition. Et puis, tout le projet, toute l'exposition est basée aussi sur cette idée de transformation ou de passage d'un mode de présentation à l'autre. Donc, cet espace-là, en fait, il pourrait évoquer la galerie, la galerie commerciale. Et puis, après tout ce travail-là a été présenté dans des galeries commerciales en Europe et puis aux États-Unis. Mais ensuite, les autres salles ramènent d'autres modalités d'expérience des œuvres. Donc, en fait, je pense que je ne vais pas... au départ, quand j'ai planifié ces visites-là, je comptais me concentrer sur certains corpus d'œuvres parce que ça allait de soi que c'était impossible de couvrir tout le contenu de l'exposition. Donc, je pense que je vais finalement me cantonner à cette première idée et puis vous laisser poser des questions à partir du contenu bien lacunaire que je vous ai livré.
parce que de toute façon, l'exposition elle-même, elle est constituée de fragments. Et puis, c'est ça. Donc, c'est, ouais. Ben, je pense que c'est à voir, encore une fois, pour répondre à cette question-là, il faudrait faire une recherche assez exhaustive, donc une recherche plutôt d'ordre sociologique, et puis se pencher sur la façon dont les universités, les départements d'art visuel ou d'histoire de l'art ont transmis ces théories-là. Et puis, par exemple, si on pense, on se cantonne à Montréal, ben là, on se rend compte qu'ici, il y a vraiment eu deux modes d'assimilation de ces théories-là, de façon simultanée presque. Et puis, une des plateformes qui permet rétrospectivement de se rendre compte finalement de cette cohabitation, c'est la revue Parachute, où il y avait, dans les années 80, par exemple, dans un des numéros, il y a un texte de Jeff Walls sur Manet. Donc, c'est je pense le premier texte où il s'est penché sur le travail de Manet. Et puis, dans le même numéro, il y a un texte de Georges Didier-Huberman sur l'iconographie de l'hystérie de Charcot. Et puis, dans un numéro de l'année suivante, il y a un texte de la commissaire Kate Linker qui échafaude les prémices de son exposition Difference on Representation and Sexuality. Donc, une exposition qui a été très, très importante dans les années 80 pour mettre de l'avant le travail d'artistes qui réinterprétaient la psychanalyse et qui pensaient l'art en fonction ou disons, à partir du concept de représentation. Donc, tout ça avait lieu dans la revue Parachute, mais ici même à Montréal, les artistes, les historiens de l'art étaient formés d'une façon complètement différente ici à Concordia et puis à l'Université de Montréal ou à l'Université du Québec. Et puis, à McGill, à cette époque-là, c'était encore assez traditionnel comme... en fait, la façon d'enseigner l'histoire de l'art était plutôt traditionnelle. Là, ça a changé depuis, mais... Donc, c'est ça. En fait, il y a tout un travail qui reste à faire sur la réception du concept de postmodernisme dans les milieux de l'art. Mais en même temps, dire milieu de l'art francophone, anglophone, ça ne fonctionne pas. C'est vraiment, ça limite beaucoup la complexité de la chose. Par contre, aux États-Unis, c'est plus facile de dire que les artistes ont été exposés à ces théories-là parce qu'ils ont, certains d'entre eux ont étudié au programme du musée Whitney, où il y avait en fait un contingent de professeurs qui s'intéressaient à ces idées-là, mais qui invitaient aussi des philosophes
à rencontrer les étudiants, à donner des conférences. Donc, finalement, les artistes, la génération d'artistes qui a été formée à l'école du Whitney dans les années 80, ont à la fois assimilé l'art conceptuel, donc la question du post-studio et puis toute la relecture ou la redéfinition du féminisme qui avait lieu à cette époque-là. Et puis, en fait, à cette époque-là, ces artistes-là n'étaient pas encore conscients qu'ils étaient en train de former un modèle de subjectivité artistique qui est devenu la norme aujourd'hui. Donc, finalement, le modèle du Whitney, qui était plus ou moins marginal à cette époque-là, est devenu le modèle disons, en vigueur aujourd'hui dans les universités, le modèle de l'artiste-chercheur, le modèle de l'artiste qui produit du discours avant de produire des objets. Et puis, je peux ajouter une chose aussi, c'est que dans ce projet-là, c'est peut-être pas manifeste dans cette exposition-là, mais ça va l'être peut-être dans la publication. Je veux aussi mettre de l'avant que ce modèle-là, ce n'est pas nécessairement un bon modèle, ou ce n'est pas nécessairement un modèle qui est meilleur que l'autre. Donc, le modèle que ces artistes-là ont tenté ils ont mis de côté à cette époque-là. Donc, c'est peut-être, en fait, ouvrir un débat à l'université, ici même dans une galerie universitaire, sur cette question de la subjectivité de l'artiste qui est issue des années 80, ou disons de tous ces débats, ces discussions des années 80-90. Il y a 40 ans. Ouais. Peut-être qu'on reconnaît ce qui met de l'avant de manière théorique, mais dans la facture des œuvres, c'est complètement américain. Donc, c'est comme une rencontre esthétique et aussi théorique, mais l'objet produit pour moi est très américain. L'objet, je parle de l'objet artistique. Et ça, je trouve ça intéressant. Comme si, à travers une appropriation théorique, c'est un peu, il s'approprie l'histoire, ou il s'approprie Curtis, tu sais, puis en même mais c'est comme il y a une plus grande liberté formelle que dans les œuvres peut-être françaises, ou canadiennes françaises, où le bout de la langue, c'est pas traduit, donc on a accès au texte peut-être plus facilement. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, oui. Hein? Ah, OK. OK, ben je vais répéter la question de Geneviève. Donc, en fait, Geneviève disait que ce travail-là a une facture américaine. Donc, et puis, elle disait aussi que cette facture-là peut-être à voir avec une certaine liberté que les artistes américains, c'est ça, se sont donnés d'interpréter ces textes-là ou de mal les interpréter de façon erronée aussi, peut-être, un peu. L'œuvre d'art sort gagnante de ça. Ouais. Parce que l'artiste ne produit un discours, il produit des œuvres. Parce que les œuvres, c'est aussi un langage. Ça a un propre langage. C'est malgré l'inspiration tenduelle de la théorie. L'œuvre a un langage formel propre à elle. Oui, oui. Oui, absolument. C'est ce que je pense. Euh, C'est aussi quand on regarde ça, moi je regarde ça avec. Ben là, c'est enregistré. Non, ben, j'ai dit ce que j'avais. OK.
Ben, je ne sais pas si. Je pense que la réponse à cette question-là, tu sais, je peux pas vraiment la donner. Je pense que ça reste à. Il faut que plusieurs personnes investissent cette question-là et puis que ça devienne un débat, tu sais, sur la réception et puis. C'est parce qu'il y a aussi la culture américaine, la culture d'une histoire de l'art propre à une communauté d'artistes. Oui, oui. On prend le dessus par rapport au texte, on voit les influences de. Moi, je pense à des Nolan, des choses comme ça quand je regarde ça. Oui, c'est vrai. Ouais. Je pense à l'histoire de l'art aussi. Oui. Pour juste continuer un peu dans le même sens, parce que je pense que ce sur quoi tu as mis un peu en lumière dans cette exposition-là, c'est un peu dans ce que Geneviève racontait, cette tension entre texte et mise en forme. Et puis c'est drôle tu parlais plutôt de McGill dans les années 80, c'était de l'iconographie qui était mis de l'avant, qui est un peu ça aussi, cette espèce de mise en image d'un texte, l'espèce de côté illustratif des choses, et puis le côté formel, cette espèce de distanciation qu'on prend par rapport au texte, quel qu'il soit, pour se concentrer sur des préoccupations formelles. Et puis c'est là où les échanges entre communautés d'artistes peuvent se faire aussi, pas juste par rapport au texte qui échange, mais par rapport aux expositions qu'on visite, et puis aux ateliers qu'on voit, et puis les solutions formelles qu'on apporte à des problèmes. Alors cette exposition-ci, que tu as très bien réussi à monter, je trouve que ça met ça rajoute un peu à ce débat-là qui est comme éternel finalement, entre comment on met en forme quelque chose et puis qu'est-ce qu'on met en forme au juste, et puis quels sont les liens entre ces deux choses-là, quand est-ce qu'on se rapproche, quand est-ce qu'on se distancie, puis quelles sont les solutions qu'on tente d'amener à des nouveaux problèmes par rapport à ça. Puis le travail dans la salle ici est exactement ça, c'est quasiment une illustration de ça à l'intérieur d'un corpus, mais on pourrait l'étendre un peu à l'ensemble de l'art récent, je dirais, depuis le surréalisme, là, pour prendre ça juste de même, au hasard. La réunion des œuvres que tu as choisies, finalement, c'est pas seulement, il y a le discours, il y a le texte, il y a les œuvres, mais il y a le commissaire aussi, tu sais. Tu fais semblant que... Mais tu es là, tu comprends, c'est ça qui crée une expo. Tu aurais pu choisir d'autres œuvres aussi. Je peux te dire une chose à ce sujet-là, c'est qu'en fait, il y a la question de la contingence aussi. Bon, évidemment, c'est impossible de parler de tout le contenu de l'expo, mais il y a Thérèse qui a présenté une série de dessins en fait au même endroit, au même emplacement que la première mouture d'une série, de la même série de dessins qu'elle avait présenté lors de l'exposition Interaction, commissariée par Mélanie Rainville, qui est conservatrice des collections de la galerie ici. Et puis, ça a été... et puis, tout ça pour dire que les artistes, au fil des discussions, les artistes ont aussi suggéré des modalités de présentation de leur travail. Et puis, j'ai été très claire avec eux. Je leur ai donné toute la marge de manœuvre pour qu'ils choisissent l'emplacement et puis qui détermine la mise en espace de leur travail dans l'exposition. Et puis, dans certains cas, comme John et Thérèse, c'est en fait mes pairs. Donc, c'est ma communauté d'affinité. Donc, c'est les gens avec qui je discute quotidiennement. Dans d'autres cas, comme Garrett James, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas, mais avec lequel j'ai amorcé une discussion qui a été très fructueuse. Et puis, la mise en espace, c'est Garrett qui l'a déterminée. Il y a eu des petits changements de dernière minute, là, comme ces œuvres-là devaient se trouver sur ce mur-là, ça ne fonctionnait pas, donc on les a déplacées. Mais... Oui.
serrer le cou, Mm. de sa femme. Puis là, on a une autre œuvre dans le coin qui est à propos du serment de la main avec une orteil. Puis là aussi, ben, tu as le serment des nœuds, et le serment ici pour emprisonner la bicyclette, pour pas qu'elle soit volée, et puis ben, la guillotine ici pour couper le cou. C'est ce que en serrant, elle tue le cou de sa femme. Je ne sais pas quoi dire. Mais, ouais. Mais je pourrais peut-être aussi parler de deux éléments en guise de conclusion. Et puis, donc, il y a, je ne vais pas vous faire vous déplacer dans les autres salles parce que il y a deux salles qui sont consacrées, plus ou moins consacrées à deux expositions. Donc, la première, Anti-Baudrillard, que le collectif Group Material a organisée en 87. Et puis la deuxième, Magnificent Obsession, que Mark Lewis et Jeffrey Meyer ont organisée en 85 à Toronto. Et puis l'exposition a été présentée à Optica. Et puis ensuite, dans la troisième salle, non pas, en fait, dans la salle E, il y a une série de vidéos qui documentent une performance de l'artiste américaine Andrea Fraser. Donc, une performance qu'elle a, qui s'intitule May I Help You. Elle a présenté d'abord à American Fine Arts et puis ensuite à Orchard et puis ensuite dans la Schindler House à Los Angeles. Et puis, en fait, ces trois modules dans l'exposition ramènent aussi la question de la restitution de l'exposition elle-même. Donc, dans quelle mesure, finalement, pour ramener un certain contexte, il faut aussi évoquer l'histoire des expositions. Et puis, moi, j'ai essayé d'aborder cette question-là en discutant avec les artistes quand ça a fonctionné. Dans certains cas, ça n'a pas fonctionné. Donc, pour le volet qui est consacré à l'exposition Anti-Baudrillard, j'ai eu un échange soutenu avec Julie Hall, qui a été membre du collectif. Et puis, on a déterminé ensemble les modalités de présentation des documents dans cette partie de l'exposition. Et puis, Andrea Fraser, dans son cas, elle a vraiment une... son travail est avant tout performatif. Elle l'expose en galerie. En fait, elle a eu une rétrospective au musée Ludwig cet été. Mais en fait, la chose qui compte pour elle, c'est surtout que son travail soit présenté de façon intelligible. Par contre, je n'ai pas eu la chance de discuter avec elle après le montage de l'exposition, mais j'aimerais bien aborder la question de la réception de ce travail-là ici à Montréal. Et puis aussi dans le contexte d'une galerie universitaire, dans le contexte de l'université elle-même, où l'institution est tenue de transmettre un certain savoir. Donc, le travail d'Andrea Fraser, en fait, cette série d'œuvres pose assez directement la question de la médiation et puis la question aussi de l'autonomie de la proposition artistique. Donc, la façon dont l'artiste doit constamment négocier avec l'institution pour en arriver à garder un semblant de voix ou d'autonomie ou de discours. Et puis, dans son cas, ces performances-là sont un petit peu, quand on les écoute, on écoute la documentation vidéo,
elles sont montées sur le mode de la fragmentation, d'un discours fragmenté, d'une série de citations, de textes assez hétérogènes, et puis le spectateur est interpellé directement, donc par cette question, est-ce que vous avez besoin d'aide? Mais au lieu de finalement répondre à cette question-là, en offrant quelque chose, en offrant justement une prothèse, l'artiste nie la présence ou la réaction du spectateur qui a effectivement besoin d'aide ou qui a pris l'habitude finalement d'aller chercher de l'aide. Et puis là, elle joue tous les rôles. Donc, le rôle de la personne qui se sent exclue de l'expérience esthétique, et puis aussi la personne qui est privilégiée, donc le collectionneur, qui peut à la fois posséder l'objet, le faire disparaître complètement, et puis en contrôler la réception, et puis accumuler aussi du capital symbolique en possédant ces objets-là. Donc, elle joue tous ces rôles-là à la fois. Et puis, moi, je pense que c'est, pour certaines personnes, ce travail-là est canonisé, puis aussi facile à résumer. Mais moi, quand je vois les vidéos, je les ai revues souvent, c'est un travail qui me libère personnellement en tant que spectateur. Donc, je sens que à cause de cette fragmentation-là, je peux me positionner en tant que commissaire ou en tant que travailleur culturel dans cette ambivalence que le champ de l'art nous impose. Donc, de souvent devoir dire une chose et son contraire. Donc, merci.